merci infiniment de vous retrouver encore en ce jour pour la réflexion demandée de santé. Rencontre et un nouveau numéro. Je suis heureux de vous retrouver en ce jour encore pour parler de ces faits de société, de ces faits d'actualité. Et l'actualité ces derniers jours, eh bien, c'est ces états généraux des locaux qui vont s'ouvrir la semaine prochaine à l'université de Lomé et aussi la question du passage de la transition du franc CFA à l'éco, quels sont les tenants, les aboutissants de cette transition, comment donc assurer le passage de cette monnaie héritée de la colonisation vers une nouvelle monnaie africaine, d'abord commençant par l'ouest, la région ouest africaine. Pour en discuter, il y a mieux pour en parler, c'est avec le professeur Takounou Boukbor. Il est économiste et il est commissaire du Togo à l'UEMOA. Professeur, merci de cette notre invitation. Bonjour, merci. Voilà. Alors, pour entrer dans le débat, on vous a souvent présenté comme la figure anti-CFA. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette description? En général, j'aime bien les qualificatifs positifs. Et donc, je suis plutôt un militant de l'émancipation monétaire en Afrique de l'Ouest. Oui. Alors, donc, je suis contre le franc CFA, c'est clair. Mais pas que. Voilà. Vous avez beaucoup écrit sur le franc CFA. C'est une monnaie héritée de la colonisation. Et à un moment donné, on s'est dit que bon, le moment est venu pour que l'Afrique s'émancipe, n'est-ce pas, de cette monnaie. Tout à fait. C'est exactement ça. En tout cas, moi, c'est le combat que je mène depuis 20 ans. Sortir de la servitude monétaire. Et c'est même le titre d'un ouvrage collectif que j'ai dirigé en 2016. Et aller vers un système monétaire plus inclusif. Mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi, justement, ce passage de la monnaie CFA à une autre monnaie est-il si important pour vous? Non, bon, du point de vue de l'économiste que je suis, et je l'ai souvent dit, on a des difficultés à émerger avec le franc CFA. C'est une monnaie très forte, puisque reliée à l'euro, ce qui fait que ça exerce comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Il suffit de voir la balance commerciale des économies de la zone franc pour voir que ce que je dis est fondé. La compétitivité prix à l'export est grevée par ce CFA. On a des problèmes de financement de nos économies. Il suffit de voir les taux d'intérêt qu'on applique aux emprunteurs potentiels. C'est des taux d'intérêt à 2 chiffres, alors que la zone euro à laquelle nous sommes connectés a des taux d'intérêt proches de 0, à l'heure où je vous parle. Et puis, depuis 75 ans que cette monnaie existe, on n'a pas développé les échanges intra-régionaux. C'est quand même une des bases du partage de la monnaie. C'est qu'on échange entre nous. Mais regardez, la part des échanges intracommunautaires, on a du mal à atteindre 15%, contre 60% dans la zone euro. Donc, ce que je veux dire, c'est que du point de vue de l'économie, il y a un débat de politique économique qu'on ne doit pas occulter. Maintenant, du point de vue symbolique, le CFA, c'était quand même le franc des colonies françaises d'Afrique. Et donc, on ne peut pas, plus de 60 ans après les indépendances, même si on a changé la signification de l'acronyme en parlant de communauté financière africaine, on ne peut pas laisser cet acronyme. Il faut changer le nom de la monnaie. Parce que le nom de la monnaie... Non, d'abord, le changement de nom, c'est important parce que le nom, c'est votre identité. Voilà. Vous ne vous appelez pas Dupont ou Durand, mais vous vous appelez Wilson. C'est ça. Voilà. Parce que votre nom renvoie à votre histoire. Voilà. Donc, c'est important que nous nous réapproprions notre histoire. Voilà. Maintenant, sur la question du changement de système, ça ne s'oppose pas. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des débats, des combats que nous menons conjointement. Le combat symbolique et le combat de politique économique. Voilà. Avons-nous les moyens? L'Afrique a-t-elle les moyens indispensables justement pour s'affranchir et s'émanciper de ce système monétaire qui a toujours prévalu jusqu'alors? Si on a voulu les indépendances, c'est qu'on est prêt à se donner les moyens d'avoir une réelle indépendance. Sinon, on repart dans la colonie. Parce que le franc CFA, il faut comprendre que sa logique, c'est que c'était une monnaie d'une fédération, la fédération de l'Afrique occidentale française
et de l'Afrique équatoriale française. Donc, c'est la monnaie d'un État fédéral, un État qui avait un budget. Oui. Donc, le budget de l'AOF et un État qui avait une seule unité politique, le gouverneur de l'AOF. Donc, la question qu'on aurait dû se poser au moment des indépendances, c'était de savoir si on voulait garder le CFA, si on était prêt à faire une fédération ou au moins une confédération. Mais à partir du moment où on a choisi d'avoir des États indépendants, ce que certains ont appelé la balkanisation, ben, il eût été important de réfléchir sur la monnaie et la politique monétaire qui pouvaient être en phase avec cette balkanisation politique. Oui. Quels sont les obstacles, les difficultés que l'on rencontre dans ce passage? Est-ce que l'ancienne métropole accepterait-elle facilement, n'est-ce pas, de vous laisser vous affranchir? Le général de Gaulle avait dit les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les intérêts des États de l'UEMOA. Voilà. Je veux dire, l'intérêt général, c'est le mieux-être de nos populations. Ça veut dire que nous devons faire des politiques économiques, donc budgétaires et monétaires, qui vont dans le sens de l'amélioration du bien-être de nos populations. Maintenant, le reste du monde va essayer de plaider pour sa propre cause. Donc, on ne peut pas attendre la bienveillance d'autrui pour construire nos politiques publiques. C'est ça. Donc, je suis surpris quand les gens disent « oui, mais la France… » Non, mais la France fait la politique qui est bonne pour les citoyens français. Voilà. Mais le Togo doit faire une politique qui est bonne pour les citoyens togolais. Pour moi, c'est d'une évidence. Et donc, pourquoi nous nous battons, c'est de mettre en place des politiques publiques qui soient bonnes pour les citoyens togolais et les citoyens de l'UEMOA et les citoyens de la CEDEAO. Alors, cet engagement n'est souvent pas accompagné par les politiques, parce que la dernière fois encore, on s'est retrouvé à Paris dans un sommet le 18 mai dernier pour parler de la relance des économies africaines. Alors, avez-vous satisfait des conclusions de cette rencontre entre les présidents africains et Emmanuel Macron pour parler des politiques économiques africaines? Oui, il y a deux dimensions. Il y a le court terme et puis le moyen terme. Bon, à court terme, ce qui semble être retenu, puisque je n'y étais pas, c'est une création additionnelle de droits de tirage spéciaux à hauteur de 650 milliards de dollars, équivalent DTS, pour l'ensemble du monde. Mais sur ces 650 milliards de dollars, on prévoit 33 milliards de dollars pour l'Afrique. J'ai fait rapidement les calculs, ça fait à peu près 5% des 650 milliards, donc les 33 milliards dont on parle pour l'Afrique. Mais vous savez comme moi que la population africaine, c'est 17% de la population mondiale. Donc moi, je me serais attendu à avoir des DTS à proportion des 17% que nous représentons dans le monde. Donc il y a encore un effort à faire à court terme. Maintenant, sur le moyen long terme, le problème africain, ce n'est pas que le reste du monde lui donne des financements pour rester dans le commerce international. Parce que les DTS, c'est pour que vous puissiez régler vos importations, puisque vous devez régler vos importations en devises. Et si vous n'avez plus de devises, vous ne pouvez plus importer. Donc, pour rester dans le commerce international, il vous faut des DTS. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on nous a donné ça, les droits de tirage spéciaux. Mais donc, ce que je dis, c'est que l'objectif que devraient se fixer les Africains, c'est la transformation structurelle de nos économies. Donc, ça veut dire le financement du marché intérieur africain. Et pour ça, il faut qu'on mobilise les sources intérieures de financement. Parce que ce que les gens oublient de dire souvent, c'est qu'il y a plus d'argent qui sort d'Afrique que d'argent qui entre en Afrique. Donc, il faut qu'on travaille sur des véhicules de financement qui puissent nous permettre de recycler les flux de capitaux qui sortent. En fait, c'est ça, le vrai enjeu pour le long terme africain, c'est la capacité endogène à financer la transformation structurelle de nos économies. On ne peut pas, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, demander au reste du monde de nous aider. Ce n'est pas acceptable. C'est ça. Et puis on pense que ce n'était pas une véritable aide qu'on nous donne, c'est des prêts à fort taux d'intérêt, et que finalement ça contribue à l'appauvrissement de l'Afrique.
Non, c'est des prêts à taux d'intérêt concessionnels. C'est-à-dire que c'est des taux d'intérêt inférieurs au taux du marché, avec un élément d'au moins 35%. C'est ça les prêts à taux concessionnels. Donc, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Maintenant, la difficulté, c'est de négocier que ce soit les secteurs qui sont prioritaires pour nous, qui soient financés par ces prêts. Mais historiquement, ce que nous avons constaté, c'est que c'est celui qui prête qui met l'accent sur le secteur dans lequel l'argent devrait aller. Donc là, il faut voir vraiment dans les détails comment ça va se passer, pays par pays, et la maturité des prêts. Et c'est quelque chose qui me paraît important. C'est ça. Et les annonces faites à Paris la dernière fois, vous les trouvez vraiment fondamentales pour justement cette relance de l'économie africaine dont on parle? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a le court terme et le moyen terme. Oui. À court terme, ce que les ministres africains des Finances ont demandé en 2020 pour répondre à la pandémie, c'était 45 milliards de dollars. Et puis, pour aller jusqu'à 100 milliards de dollars, faire en sorte d'avoir un moratoire sur le paiement de la dette et la relance des économies. Donc, de ce point de vue, ce qui a été fait à Paris va dans le sens de la demande des ministres africains des Finances. Mais ça, c'est pour le court terme. Mais à moyen, long terme, c'est la question de la transformation des économies africaines. Donc, la question de l'industrialisation. Et ça, c'est une question qui ne peut pas se régler à Paris, quoi. Voilà. Où est-ce qu'on peut régler ça? Ben, chez nous. C'est-à-dire, ça va se régler à Lomé, à Kévié, à Kara, ça va se régler à Abuja, à Ouaga, à Addis Abeba, c'est-à-dire en Afrique. C'est ça. Et c'est vraiment... Pour tenir compte des vraies réalités du terrain, exactement, c'est ça? Oh, oui. Exactement. C'est le sens de la zone de libre-échange continentale qui se met en place. C'est l'idée vraiment de mutualiser nos profils pour avoir une émergence. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un marché pour l'extérieur. Okay. Il faut que ce soit la production africaine qui alimente le marché africain. D'où la vigilance par rapport aux règles d'origine et au contenu local. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Rencontre un nouveau numéro, nous parlons de l'euro, de l'éco, pardon, et du CFA, cette transition qui doit être faite pour ce changement de monnaie. Monsieur le professeur Kakou Mboupo est mon invité, il est économiste et commissaire du Togo à la Commission de l'Union africaine, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, professeur, la question de la monnaie est une question de souveraineté. Alors, vous liez les deux, puisque en réalité, ce qui fait la souveraineté d'un pays, ce n'est pas seulement l'indépendance politique, mais c'est aussi l'indépendance monétaire ou économique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le pouvoir de battre monnaie, c'est un pouvoir régalien. Et donc, c'est quelque chose qui renvoie directement à la souveraineté. Après, dans un monde mondialisé, la souveraineté est forcément partagée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quel pan de la souveraineté nous voulons léguer ou conserver au plan strictement national, au plan sous-régional, et quels sont les pans que nous devons en fait partager. C'est pour ça que renvoyer la question monétaire à la seule question de la souveraineté, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est ça. Oui. Oui, parce qu'on ne peut pas vivre isolé, n'est-ce pas, indépendamment des autres. Exactement. C'est ça. Exactement. Et donc, forcément, on doit collaborer ou coopérer avec les autres. Tout à fait. Et non être dépendant des autres. Exactement. Oui. Très bien. Autre préoccupation, vous organisez la semaine prochaine, du 26 au 28 mai, les États généraux de l'éco. Alors, qu'est-ce qui justifie une telle assise? Oui, comme vous savez, le 21 décembre 2019, les présidents français et ivoiriens ont annoncé à la face du monde la fin prochaine du CFA et son remplacement par une nouvelle monnaie éco. Et donc, juste quelques semaines après, donc en janvier 2020, j'ai pris l'initiative d'organiser les États généraux de l'éco.
justement pour En tant réfléchir. Chercheur, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. J'étais doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé. Et il me semblait important que face à une telle annonce, les intellectuels que nous sommes puissent réfléchir pour voir les contours de la transition annoncée du franc CFA à l'éco. Malheureusement, la pandémie de Covid, que vous connaissez, nous a obligés à reporter ces états généraux. Donc, c'est maintenant que nous allons les tenir. Voilà. Et qu'est-ce qui sera débattu à ces états généraux de l'éco? Beaucoup de questions. Comme vous avez pu le voir, nous avons mis 321 pages de travail, donc dans le cadre d'un rapport que j'ai eu l'honneur de diriger, mais avec une quinzaine de collègues de l'Université de Lomé, quelques collègues de l'Université d'Abomey-Calavi. Au Bénin. Voilà. Et l'idée, c'est du franc CFA à l'éco, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que d'emblée, nous avons voulu mettre la réflexion sur la transition monétaire dans le cadre plus global du développement. C'est ça. Parce que la politique monétaire pour laquelle vous optez a des répercussions sur le reste de l'économie. C'est-à-dire que si vous restez dans la logique actuelle, celle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire vous estimez que le seul rôle de la politique monétaire, c'est la stabilité des prix, eh bien, la question du financement de la croissance devient une question secondaire pour vous. Vous voyez? C'est-à-dire que dans l'arbitrage que vous allez faire, vous allez mettre le curseur plutôt au niveau de la lutte contre l'inflation. Or, comme vous le savez, la croissance économique engendre de l'inflation via la demande. Donc, si votre obsession, c'est l'inflation, vous pouvez brider la demande pour lutter justement contre l'inflation. Et donc, vous allez pénaliser la croissance. Et puis, si votre obsession, c'est la défense du taux de change, CFA-euro, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez brider votre compétitivité à l'export. Parce que le taux de change et même le régime de change sont un des déterminants de la compétitivité d'une économie. Et donc, si vous voulez faire une monnaie à 15, puisque c'est ça l'objectif de l'éco, sachant que vous avez une pluralité de régimes monétaires en Afrique de l'Ouest, vous devez essayer d'harmoniser tout ça. Et donc, nous, c'est notre travail en tant qu'économistes de regarder de près quels sont les différents régimes de change qu'il y a dans l'espace CEDEAO, dans quelle mesure ils sont ou non compatibles, et par rapport à ce que les chefs d'État eux-mêmes ont décidé, puisqu'il y a eu une décision à Abuja en juin 2019, en disant il faut un régime de change flexible et il faut un ciblage de l'inflation. Quelles sont les modalités qui peuvent nous permettre d'accéder à ce que les chefs d'État ont demandé et à quel horizon et de quelle manière. Donc, vous voyez, il y a du pain sur la planche. C'est ça. Alors, ce travail peut-il se faire sans les autres? Parce que, alors, il y a 7 monnaies au moins dans l'espace ouest africain. Il y a le franc Nigeria à côté. Mais ce qu'on vous reproche, professeur, c'est qu'on a l'impression que vous évoluez seul. Parce que, vous avez dit, la CEDEAO, c'est 15 pays membres. Maintenant, il y a les 8 de l'UMOA maintenant qui veulent s'organiser et faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas une manière d'évoluer seul sans tenir compte? Non, les gens qui me font ce type de critiques, ce ne sont pas des chercheurs, de toute évidence. Parce que nous, c'est l'université de Lomé. Donc, c'est une autosaisine. Nous avons décidé, à l'université de Lomé, de réfléchir sur la monnaie. Ça n'empêche pas l'université de Legon, au Ghana, de réfléchir sur l'éco. Ça n'empêche pas l'université de Lagos de réfléchir sur l'éco. Mais l'université de Lomé a décidé de réfléchir sur l'éco. Nous avons des papiers qui traitent des 15 États de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être nigérian pour travailler sur le Nigeria. Si c'est ça, on ne fait plus de recherche. C'est comme si vous me disiez que parce que je suis togolais, je ne devrais travailler que sur le Togo. Non, donc nous faisons des estimations économétriques sur les 15 États de la CEDEAO. Nous essayons de voir ce qui est commun, ce qui est différent. Et puis nous partageons tout ça avec les gens, les collègues. Vous voyez?
Donc, les gens qui disent oui, mais vous n'avez pas invité les Nigérians, les Ghanéens, les autres, ils ne comprennent pas ce dont il s'agit. Alors, oui. Un colloque scientifique part de ce qu'on appelle un appel à communication. Et nous l'avons fait en français et en anglais. Et nous avons partagé l'appel. Donc, les gens envoient des propositions de communication. Ensuite, il y a un comité scientifique qui se réunit, qui sélectionne les meilleures propositions. Il se fait que les anglophones, pour des raisons que chacun peut comprendre, ne sont pas aussi intéressés que nous, les francophones, par cette question de transition. Parce qu'eux, ils n'ont pas un tuteur qui garantit leur monnaie. C'est ça. Et donc, on a eu très peu, pour ne pas dire aucune proposition de communication des anglophones. Voilà. Donc, on n'allait pas inventer des communications. Alors, l'invitation a été adressée quand même, à tout le monde. Et c'est sur tous les sites, en français et en anglais. Vous voyez? Et vos collègues de l'Afrique centrale aussi, parce que c'est aussi oui, mais l'ECO, c'est l'Afrique de l'Ouest. L'ECO, c'est les 15 États de la CEDEAO. C'est ça. L'ECO, ce n'est pas la zone CEMAC. C'est aussi simple que ça. Personne n'interdit aux chercheurs de la zone CEMAC de faire des colloques. Ils ont le franc CFA aussi. Mais qu'ils organisent les colloques. Ils ont des chercheurs, ils ont des intellectuels. Moi, un des intellectuels qui m'a le plus inspiré, c'est un Camerounais, Joseph Tuidiang Poemi, avec son ouvrage « Monnaie, servitude et liberté ». Vous voyez, donc ça, ce sont des faux procès. Donc les gens ne font rien, ils sont là, ils sont assis, ils sont prêts à critiquer, mais qu'ils organisent quelque chose. Je vais vous donner un autre exemple. Le député Jerry Tama m'a demandé pourquoi on n'associait pas l'Assemblée nationale togolaise. C'est ça. Je dis, mais pourquoi les députés ne se saisissent pas de la question monétaire? Il y a quand même un nouveau traité de coopération monétaire entre la France et l'UEMOA qui doit être ratifié par l'Assemblée nationale de chacun des États membres. Vous voyez? Et donc, que fait l'Assemblée nationale togolaise par rapport à ce sujet? Est-ce que les députés se sont saisis du dossier monétaire? Est-ce qu'ils font des réunions là-dessus? Est-ce qu'ils organisent des séminaires là-dessus? Parce que c'est leur rôle. Ils sont les représentants du peuple. Et il faut qu'ils se saisissent des sujets du peuple. Comme on le fait à l'université. Et voilà. Et donc, moi, j'ai dit que si l'Assemblée nationale nous invite, nous, les chercheurs, les enseignants, nous répondrons présents. Mais on ne peut pas nous faire le procès de ne pas associer quiconque parce qu'il y aurait une injonction de quelque nature que ce soit. Nous sommes des gens libres, nous sommes des gens indépendants, nous sommes des gens autonomes. C'est ça la science. Et celui qui veut participer est invité. Pour moi, il faut vraiment que ce soit très, très clair. Oui, alors, vous m'excusez, la critique de Nathalie Yam, par exemple, sur YouTube, il a publié... ce n'est pas une chercheuse. On est d'accord. Oui. Alors, donc, ce que je viens de dire, elle a d'autant plus droit au débat qu'elle-même, n'étant pas d'Afrique de l'Ouest, elle s'intéresse beaucoup à l'éco. Je rappelle qu'elle est camerounaise et accessoirement suisse, puisqu'elle est métisse. Voilà. Donc, moi, peut-être que je n'ai pas besoin de montrer que je suis africain. Peut-être que d'autres ont besoin de le montrer, mes deux parents étant togolais. Mais donc, c'est pour vous dire que nous sommes des gens très ouverts. C'est ça. Mais oui. Et donc, chacun est libre de venir ou de ne pas venir, de critiquer ou de ne pas critiquer. Mais nous, notre direction, on ne va pas dévier. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font la recherche. Monsieur Wilson, j'insiste là-dessus. Professeur, elle est allée loin en vous traitant même de traître. Non, la liberté d'expression est quelque chose qui est important. Voilà. Nathalie Yam, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce que c'est une femme qui a beaucoup de détermination. Une panafricaniste. Par ailleurs, c'est une amie. Voilà. OK. Après, elle a le droit de dire ce qu'elle veut dire. Je lui ai répondu en mode privé. C'est ça. Pour lui dire que je pense qu'elle a tort. Qu'il n'y a aucune instrumentalisation derrière notre démarche. C'est une démarche collective et collégiale. Il faudrait vraiment me doter de pouvoirs extraordinaires pour penser que tout seul, je puisse influencer les 200 personnes qui vont venir
aux États généraux de l'Éco. Je n'ai aucun pouvoir dans ce sens. Et donc, c'est me faire trop d'honneur. Et c'est pour ça, je pense vraiment que les gens devraient savoir raison garder. Alors, quelles sont ces principales personnes ressources que vous avez invitées à ce sommet, enfin, à ces États généraux de l'Éco? Oui, on a deux profils. C'est-à-dire qu'on a d'abord les économistes, parce que nous, c'est une faculté de sciences économiques et de gestion. Et donc, ceux qui ont soumissionné, donc qui ont proposé des communications, souvent très techniques d'ailleurs, vont se retrouver dans le cadre de différentes sessions qui vont de la question de la convergence à la question de la coordination, à la question de l'économie politique de l'éco, à la question des régimes de change. Et puis, comme la monnaie est un fait social total, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un fait économique, nous avons voulu faire deux panels beaucoup plus ouverts, avec des historiens, des sociologues, des politiques. Donc, un panel à l'ouverture et un panel à la clôture. C'est ça. Et donc, dans le cadre de ces deux panels, vous allez voir plutôt des figures des faiseurs d'opinion. Et là, vous avez des gens comme Lionel Zinsou, des gens comme Aminata Traoré, Carlos Lopez, Ousmane Sonko du Sénégal, Achille Mbembe, qui est un grand historien, Alioune Sall, qui est sociologue, et beaucoup de chefs d'entreprise ou des gens, des banquiers, comme Paul Arietna. Mais ce qui me chagrine un peu, mais c'est l'ère du temps qui veut ça, c'est qu'une partie des intervenants sera plutôt en visioconférence, du fait des difficultés qu'on a à l'heure actuelle pour voyager. Donc, ça va être vraiment en semi-présentiel. C'est ça, oui. Avec des conclusions qui seront soumises aux politiques ou bien soumises aux instances financières sous-régionales et autres. Oui, avec deux dimensions. La dimension scientifique, c'est-à-dire nous mettrons nos conclusions dans le débat public, ça me paraît fondamental, et puis nous allons proposer une feuille de route pour les chefs d'État. C'est ça. Parce que ce que j'observe, mais ça me vient de mon expérience ministérielle, c'est qu'il nous manque le chaînon entre la réflexion et la prise de décision. C'est ça. C'est-à-dire que mon credo, c'est que c'est l'expertise africaine qui doit nourrir la décision africaine. Et donc, il y a cette dimension think tank, parce que j'ai eu à diriger le CADERT, parce que j'ai été ministre de la prospective, il y a cette dimension think tank qui est manquante dans la chaîne qui va de la réflexion à l'action. Et c'est pour ça que je plaide pour une université qui n'oublie jamais son rôle d'utilité sociale et sociétale. Donc, nous faisons des travaux de recherche, mais nous devons faire l'effort supplémentaire de les mettre, ces travaux de recherche, leurs résultats, à disposition, donc de manière digeste pour le décideur. C'est ça. C'est un peu ça, les deux axes. Pour ne pas prêcher dans le désert, finalement. Puisqu'on aurait beau faire les états généraux de l'éco, sortir des conclusions, mais qui peuvent ne pas être suivis, comme vous le dites, n'est-ce pas? Exactement. C'est pour ça que nous tenons à ces deux dimensions. La dimension recherche, puisque, comme disait Léon Walras, c'est le droit du savant de faire la science pour la science, mais aussi la dimension aide à la décision du politique. Et donc, ça permet de gérer aussi la question de la temporalité. Moyen-long terme d'un côté, parce que ce ne sont pas toutes les conclusions qui seront recevables dès aujourd'hui. Il y a des choses qui seront peut-être politiquement faisables que dans 20 ans ou dans 50 ans. Et puis la dimension court terme, ce qui peut être fait dès aujourd'hui. C'est ça. Et ça ne va pas s'arrêter aux États généraux de l'ECO la semaine prochaine, mais aussi, vous avez dit que chaque 2 ans maintenant, les chercheurs vont se retrouver. Oui, j'ai pris l'initiative avec mes amis d'organiser tous les 2 ans ce qu'on appelle les conversations monétaires de Lomé. Voilà. C'est-à-dire que ce sera un espace où les gens vont pouvoir réfléchir sur le fait monétaire en Afrique, mais de façon pluridisciplinaire. Pas seulement les économistes, les philosophes, les sociologues, les politistes,
les économistes aussi, bien sûr, les sociologues. Et donc, l'idée, c'est vraiment créer au Togo, parce qu'on a une histoire singulière par rapport à la question monétaire. Nous autres Togo? Oui, de Sylvanus Olympio, qui voulait créer la monnaie togolaise, dont les statuts étaient dans le journal officiel du 1er janvier 1963. Il y avait, si vous retrouvez ce journal officiel, je peux vous le passer. Vous avez les statuts de la Banque centrale du Togo. Voilà. Jusqu'au général Eyadema, qui en novembre 1972 a dit au président Pompidou, ici au Togo, que le franc CFA devait être revu. Nous avons une histoire singulière avec la monnaie. Alors, à votre avis, c'était une bonne chose à l'époque, si le Togo battait sa propre monnaie? Non, la question n'est pas de battre forcément sa propre monnaie. La question, c'est de s'assurer que le pilotage de la monnaie est au service du peuple. C'est ça. Si le partage de la souveraineté monétaire doit se traduire par une politique monétaire qui n'est pas bonne pour le peuple, alors il faut faire comme le Rwanda, il faut faire comme le Ghana, il faut faire comme l'île Maurice, il faut battre sa propre monnaie. C'est ça. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire du Togo un réceptacle de la question monétaire africaine. Voilà. Et nous avons les compétences pour, nous avons la volonté pour, nous avons la détermination pour. Et je crois que tous les 2 ans, nous pouvons nous retrouver pour discuter monnaie. Voilà. À condition que vous soyez soutenu par les politiques, ou bien vous n'en avez pas Non. C'est-à-dire que personne ne peut empêcher personne de réfléchir. De réfléchir, oui. Voilà. Les gens peuvent s'empêcher de réfléchir parce qu'ils ont peur. Ça, c'est autre chose. C'est ça. Moi, personne ne peut m'empêcher de réfléchir. OK. Maintenant, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Absolument. C'est pour ça que nous prenons l'initiative des conversations monétaires de l'ONU. Et ce que nous faisons, ce n'est pas une demande de qui que ce soit, c'est une autosaisine. Et donc, les productions qui seront issues de ces conversations monétaires, nous n'attendrons pas qu'elles soient mises forcément en œuvre par qui que ce soit. C'est hyper important que la jeunesse comprenne qu'elle doit avoir une autonomie de pensée. Il faut qu'elle sorte des logiques complotistes. Il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle s'éduque, il faut qu'elle lise, il faut qu'elle se forme et il faut qu'elle propose. C'est hyper important. Sinon, l'Afrique ne pourra pas émerger. Rencontre échange, professeur Kakonou Bokor est mon invité. Nous parlons de la monnaie, du passage du CFA à l'ECO. Les états généraux de l'ECO sont annoncés pour la semaine prochaine, organisés par l'Université de Lomé, avec des participants venus d'horizons différents pour réfléchir sur la politique monétaire africaine au moment où, justement, on vous fait signer l'acte de décès du franc CFA, n'est-ce pas? Alors, c'est quand la signature de cet acte de décès? Non, vous savez, le franc CFA est né le 26 décembre 1945. Et au moment des indépendances, on aurait pu arrêter cette affaire. C'est ça. Bon. Mais est-ce qu'on pouvait le faire à l'époque, n'est-ce pas? Les jeunes États indépendants qui vont s'affranchir directement. C'est ce que Sylvanus Olympio a voulu faire, par exemple. Modibo Keïta l'a fait dans le cadre du Mali. C'est-à-dire qu'il a refusé, en fait, il a signé le traité de l'Union monétaire ouest-africaine de mai 1962. Mais ensuite, l'Assemblée nationale malienne a refusé de lui donner mandat pour ratifier. Et du coup, le Mali est sorti pour revenir en 1984. Comme vous le savez, le président guinéen de l'époque, Sékou Touré, a dit non au général de Gaulle. Et donc, la Guinée est sortie du système CFA en 1961, donc après le non de 1958. Il y a eu 3 ans où on n'était pas sûr si la Guinée allait rester ou pas, mais finalement, en 61, la Guinée est sortie. Et la Guinée n'est plus revenue. Bon. La Mauritanie est également sortie. La Guinée n'est pas revenue, mais la Guinée a évolué, n'est-ce pas? Oui, mais la Guinée n'utilise pas le CFA. Le CFA, voilà. Tout comme la Mauritanie et Madagascar, qui sont partis en 73. Voilà. Et donc, c'est une histoire très dynamique, l'histoire monétaire. Et il faut savoir aussi que des blocs entiers qui étaient dans la zone franc ne le sont plus. On oublie que le Mékong francophone appartenait
au système zone franc. Donc le Vietnam, le Laos et le Cambodge, qui sont sortis en 1955, après les accords de Pau de 1953. Après, il y a eu les États du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, qui sont sortis entre la fin des années 50 et le début des années 60. L'Algérie après les accords d'Évian de 62, mais la Tunisie et le Maroc avant, en 58 et 59. Et donc, on est les seuls à être restés dans le système. Vous voyez? Et donc, il est temps, et c'est pour ça que les annonces qui ont été faites le 21 décembre 2019, étaient pour moi importantes. Beaucoup de gens m'ont critiqué à l'époque parce que j'avais applaudi la décision prise par les présidents Macron et Ouattara. Pourquoi? Parce que nous qui travaillons depuis une vingtaine d'années sur la monnaie, nous voyons bien que c'était la première fois qu'au niveau des chefs d'État, on reconnaît qu'il y a un problème avec le CFA. C'est-à-dire que nous étions en fait dans l'informel. Nos critiques étaient restées dans l'informel. Mais le fait qu'on reconnaisse qu'il y a un problème, c'est déjà un pas. Ensuite... Les gens trouvaient que c'est une manière aussi de couper. Hein, mais les gens passent leur temps à faire des procès d'intention. Il y a un proverbe chez nous qui dit quand quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. C'est ça. Ok. Donc, c'est pour ça que je dis, s'il n'y a pas de sincérité dans les annonces, on le saura. C'est ça. Ben oui. Mais comment vous voulez le savoir si vous ne proposez rien? Donc, vous voyez? Et donc, on annonce la fin du CFA, son remplacement par l'ECO. Nous, on organise les états généraux de l'ECO pour dire, à notre avis, ce que devrait être une monnaie idéale pour l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Et donc, si chemin faisant, on devait rencontrer des obstacles, là, on pourrait dire que les annonces du 21 décembre 2019 n'étaient pas des annonces sincères. Mais tant que vous ne faites pas l'effort de proposer quelque chose, vous n'avez pas le droit, me semble-t-il, de faire des procès d'intention aux gens qui font les annonces. En tout cas, c'est pour ça que moi, j'ai salué les annonces, mais en disant, attention. La vigilance. Voilà, c'est ça. Oui, alors ce qui vous oppose aussi, vous, intellectuels, c'est cette question de la manière, de la méthode, de la démarche. Alors, je sais que vous avez opté pour une démarche réformiste, n'est-ce pas? Alors que d'autres pensent à une révolution de situation. Oui, bien sûr. Moi, je fais partie... Qu'est-ce qui fait en fait la différence? Non, moi, je fais partie, objectivement, de l'élite. Je suis docteur en économie. Je suis agrégé des facultés de sciences économiques. J'ai été ministre de la République. Là, je suis commissaire du Togo à l'UEMOA. Oui, on en parlait tout à l'heure. Donc, ça veut dire que je fais partie des gens qui sont potentiellement des décideurs. Donc, je ne peux pas être un activiste. Vous me comprenez? C'est-à-dire que moi, je dois être autour de la table. Voilà. Mais pour dire le bien commun. Alors, autour de la table, mais pas en compromission. Hein? Non, c'est-à-dire que nous visons tous l'intérêt général. Oui. Mais chacun a sa lecture de l'intérêt général. C'est pour ça que nous devons débattre, pour trouver les points de convergence et trouver la bonne façon d'avancer ensemble. Sans concession, sans compromission, mais avec l'idée qu'on ne détient pas forcément tout seul la vérité. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas me retrouver avec certaines personnes. Vous voyez? Parce que les gens ont leur trajectoire. Il y a ce qui les meut, ce qui leur permet de rentrer dans ce combat, ce qu'ils cherchent à travers ce combat. C'est quelque chose qui me paraît tout à fait légitime. Mais moi, je sais pourquoi je me bats. C'est parce que, d'un point de vue économique, je pense que le CFA n'est pas une bonne chose. C'est ça. Et je suis prêt à en débattre avec quiconque le souhaiterait. Mais, donc, vous voyez, ce n'est pas l'idée de faire une révolution. Non. C'est de mobiliser l'intelligence. Les États ont investi en nous pour nous former. Mais c'est pour qu'on soit à leur service. Donc, moi, je ne suis pas un griot. Vous voyez, je ne suis pas un griot. Et donc, par rapport au peu que je sais, j'essaie de mettre ça dans le débat public. Mais toujours avec l'idée du bien commun. Vous voyez?
et d'autres sont rentrés dans la question du CFA d'une autre manière que je respecte aussi. Et non seulement je respecte, mais je suis prêt à les aider quand il le faut. N'oubliez pas qu'on a mis Kémy Séba en prison au Sénégal. Je suis intervenu publiquement pour demander sa libération. Parce que je trouvais disproportionné le fait de le mettre en prison. Vous voyez? Et Nathalie Yamb, je l'ai invitée à Lomé, aux États généraux, parce que je trouve que sa parole est forte. Elle dit qu'elle ne vient pas. Oui, mais peut-être que dans 2 ans, elle viendra aux conversations monétaires de Lomé. Dans 4 ans, elle viendra peut-être. Vous voyez? Il ne faut jamais désespérer. Et donc, l'idée, c'est ça. Nous, notre démarche, c'est vraiment la construction. Voilà. Vous voyez, on n'est pas dans la destruction, on n'est pas contre quelqu'un. Non, non, on n'est pas contre quelqu'un. On veut simplement le bien du peuple. Oui, vous avez compris que tout cela, c'est un sentiment de dominer que nous avons été pendant longtemps, et que les gens veulent s'affranchir, justement. C'est ça qui explique ces aversions envers tout ce qui a trait au franc CFA, à la France et autres. Là. Oui. Oui, mais le stade du non, c'est un stade, vous savez, dans la psychanalyse de Lacan, le stade du non, c'est un stade qui définit l'enfance. Okay? À un moment donné, il ne suffit pas de dire non. Il faut dire ce qu'on veut. C'est ça. Et voilà, les états généraux de l'éco, c'est dire ce qu'on veut. Ce que nous voulons. Voilà. Pour l'Afrique, n'est-ce pas? Voilà. D'abord pour l'ensemble CEDEAO, et ensuite pour l'Afrique. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est une démarche qui peut rassembler. Voilà. Et nous allons largement partager les résultats de ces états généraux. Ce qui fâche, c'est la question de la parité, la image à l'euro. Comment cela se passe? Comment vous entendez proposer ça, en tout cas dans votre réflexion de la semaine prochaine? Non, il y aura beaucoup de communication. Par exemple, moi, ma conviction, c'est d'avoir une monnaie arrimée à un panier de devises. OK. Voilà, comme le dollar, l'euro, la livre sterling, le yuan chinois, à supposer que demain, il ne soit plus en taux de change fixe avec le dollar. Et dans ce panier, la proportion des devises sera directement corrélée à l'intensité du commerce que notre zone fait avec les pays qui émettent ces devises. C'est-à-dire que si on commerce plus avec la Chine que la zone euro, eh bien, le poids du yuan dans le panier sera plus important que le poids de l'euro. Vous voyez? En fait, d'un point de vue de la théorie économique, ce pourquoi je plaide, c'est sortir de ce qu'on peut qualifier d'un arrimage par rapport à une compétitivité nominale à quelque chose qui serait plus une compétitivité réelle, quoi. Bon, mais je ne voudrais pas être trop technique, mais à mon avis, on ne devrait plus cibler le taux de change nominal, il faut qu'on cible le taux de change réel. Après, ça peut poser d'autres problèmes, parce que le taux de change réel du Togo n'est pas le taux de change réel de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Donc, c'est des sujets qui peuvent vite devenir complexes. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de les traiter en profondeur. C'est ça. Alors, autre préoccupation peut-être qui vous concerne personnellement, vous êtes nommé commissaire de notre pays, du Togo, auprès de l'UEMOA. Qu'est-ce que ça consiste, ce nouveau poste pour vous, en réalité? Oui, tout d'abord, moi je tiens à remercier le chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui nomme, en tout cas qui propose le commissaire du Togo à la conférence des chefs d'État de l'UEMOA qui décide ou non de nommer en définitive. Voilà. Et ensuite, le président de la commission affecte chaque commissaire à un département. Voilà. Et du coup, moi, j'aurai la charge de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Et pour moi, c'est un grand honneur et une grande satisfaction parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur les déterminants de l'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Et j'ai passé 10 ans de ma vie sur les filières cotonnières ouest-africaines. Et donc, la question agricole, c'est au cœur de ma vie de chercheur et de ma vie de citoyen. Pourquoi? Parce que autant on a parlé longuement de la monnaie, autant il faut savoir que la monnaie, quelle que soit la gestion que vous voulez en faire, ne peut tenir que si en face il y a la production.
Et la production africaine, pour l'essentiel, elle est quand même agricole. Et 70% de notre population est rurale. Vous voyez? Et donc, les deux questions sont fondamentalement liées. La question monétaire et la question de la production. Notamment, comment faire en sorte d'avoir un système de crédit qui puisse permettre de financer l'agriculture à des taux d'intérêt bas. C'est ça. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans quelque chose qui se nourrit mutuellement. Donc, vous vous retrouvez pleinement dans votre... Oui. Tout étudiant moyen de sciences économiques a étudié ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie, qui fait un lien entre la masse monétaire et le niveau général des prix, sachant qu'au milieu, il y a la production. C'est ça. Et la question de la production, c'est quelque chose qui est fondamental. Oui. Alors peut-être une petite ouverture avec la crise sanitaire qui, sûrement, l'Afrique n'est pas très touchée par cette pandémie, on le dit, selon les chiffres, mais elle serait gravement affectée justement par cette pandémie sur le plan économique et financier. Oui. Alors comment s'en sortir? Oui, moi ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que les chaînes de valeur internationales soient des chaînes de dépendance pour l'Afrique. C'est-à-dire que cette pandémie nous montre à quel point nous dépendons du reste du monde. Voilà. Puisque quand le reste du monde est à l'arrêt, on voit que l'Afrique est à l'arrêt, mais de manière disproportionnée. Et donc, ce qu'il faut faire absolument, c'est privilégier les circuits courts. Moi, je pense beaucoup à l'agriculture périurbaine qu'il faut structurer parce qu'elle le fait déjà nourrir les populations urbaines. Il faut voir que la population africaine s'urbanise beaucoup. De plus en plus. Voilà. Et deuxième chose, il faut toujours faire l'effort de transformer sur place nos matières premières. Parce que c'est là qu'on va créer la valeur, qu'on va créer les emplois et on va moins dépendre du reste du monde. Vous voyez? Et pour ça, il faut réfléchir à un système de protection de nos économies. Parce que vous ne pouvez pas mettre sur le même marché le producteur de riz de Michintove et le producteur de riz de Louisiane aux États-Unis. Les études montrent que quand les deux travaillent pendant 1 heure, le producteur de riz de Louisiane produit 400 fois plus de riz. Or, il n'a pas 400 fois plus de coûts de production. Il en a beaucoup moins. Et donc, si vous les mettez dans le même marché, le producteur de riz togolais disparaît. C'est ça. Donc, on ne peut pas réfléchir à la transformation des matières premières sans réfléchir à un système de protection et sans réfléchir à un régime de change qui ne nous expose pas trop. Bien, merci professeur Kakou pour ce tour d'horizon de ces questions monétaires et économiques pour le développement de l'Afrique dans la transition, dans la marche du CFA vers l'éco et surtout de ces états généraux de l'éco qui seront organisés la semaine prochaine. Alors, finalement, l'objectif, c'est d'atteindre quel but, quelle mission pour ces états généraux? Non, 2 choses. Le rapport qui a été fait, qui va alimenter des communications, d'autres communications de gens qui viennent de l'extérieur. Et ça nous permet de mettre dans le débat public nos conclusions. Et puis, deuxième chose, faire une feuille de route qu'on va soumettre au chef d'État de la CEDEAO, de sorte à faciliter leurs décisions sur ce que moi j'appelle un programme d'émancipation monétaire en Afrique de l'Ouest. Encore un dernier mot pour clore cette émission? Non, vous dire un grand merci et vous remercier pour tous les efforts que vous faites pour éclairer les citoyens. C'est ça. Merci à vous également pour ce temps passé en studio. Je vous rappelle que vous revenez, n'est-ce pas, de Paris la nuit dernière et vous êtes encore présent sur nos plateaux. C'est pour votre engagement communiqué avec les téléspectateurs, avec les citoyens togolais. Merci pour votre engagement. Merci. Et plein succès à vos travaux et de la semaine prochaine, les États généraux de l'éco. Merci beaucoup. Voilà. Mes téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de rencontre et échange. Monsieur le professeur Kakou Nubokbo était mon invité. On a fait le tour des questions monétaires, économiques et autres à la veille justement de l'ouverture des travaux des États généraux de l'éco à l'Université de Lomé. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour 2 réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci, professeur. Merci.